Alors je suis désolée Julia si tu m'as parlé, j'ai eu un moment de Oui, est-ce que vous m'entendez? J'ai coupé ma caméra parce que Ah, je pense que c'est mon, d'accord. c'est mon réseau. Là, on t'entend. Et là, on m'entend parfait. Je vais remettre la caméra plus tard, du coup. Ok, donc là, je viens de lancer l'enregistrement, normalement. Euh, du coup, voilà, merci beaucoup à tous pour être connectés aujourd'hui et bienvenue. Donc, aujourd'hui, ce webinaire est organisé par le consortium EEN des régions Île-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire, donc en partenariat entre les 6 pôles Nextmove, Aztec, Cap Digital, TES Systématique et S22. Et le but est donc celui de vous présenter les instruments Eureka qui s'adressent donc aux PME innovantes à fort potentiel de croissance et qui soutiennent donc des projets innovants internationaux avec en plus de tout des succès particulièrement intéressants. Donc je me remercie tout d'abord BPI France et Nolwenn particulièrement pour sa disponibilité d'aujourd'hui pour présenter ce programme et aussi pour répondre à toutes les questions et les doutes qui pourraient émerger pendant ce webinaire. Donc, je vois que vu qu'on n'est pas super nombreux, je propose au cas où si on veut faire un tour de table très brièvement pour ceux qui veulent clairement. Si vous voulez tout simplement vous présenter en quelques mots, dire donc de quelle organisation vous êtes, dans quel secteur aussi, parce que clairement les instruments Eureka couvrent plusieurs secteurs. Et éventuellement, si vous avez déjà tenté ces guichets, si vous avez potentiellement été déjà lauréat, voilà pour avoir quelques informations sur les participants. Donc, je me présente aussi brièvement parce que j'avoue que je ne l'ai pas fait. Donc, je suis Julia Maifrini, responsable de projet Europe Innovation au sein du pôle NextMove, donc un des pôles qui co-organise cet événement aujourd'hui. Et je te laisse peut-être Nolwenn aussi pour la parole. Comme ça, on va aussi briser un peu la glace. Volontiers. Bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Du coup, je m'appelle Nolwenn Simoneau, j'appartiens à la direction de l'innovation de chez BPI France. Et plus précisément, nous avons une équipe qui est en charge de tout ce qui est innovation collaborative à l'international. L'idée est donc, comme son nom l'indique extrêmement bien, de vous accompagner, vous, en tant qu'entreprise française, dans cette démarche, d'aller trouver des partenaires à l'international et puis de monter des projets de R&D communs sur lesquels nous pouvons vous cofinancer, donc financement côté BPI France pour la France et puis financement de votre partenaire également, on l'espère, du côté de nos homologues. Donc c'est toute la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, pour vous partager un petit peu, effectivement, comme l'a très bien vendu Julia, un très bon guichet, en tout cas de multiples guichets qui dépendent d'Eureka. Donc vous expliquer un peu ce qu'est Eureka et quels sont les guichets. J'imagine que vous en connaissez déjà certains. Et notamment peut-être celui d'Eurostars. Donc n'hésitez pas, je pense que c'est une excellente idée pour débuter, surtout si certains ont déjà tenté ou ont déjà été lauréats de ces guichets-là. Ce que je vous propose, c'est peut-être d'ailleurs de vous montrer les noms au cas où je reviendrai là. Donc vous avez quatre programmes qui dépendent d'Eureka. Eurostars, qui est généralement le plus connu, les Eureka Network Projects, vous le verrez dans un instant, que l'on appelle aussi bilatéraux, c'est-à-dire si vous avez fait peut-être un franco-espagnol ou un franco-allemand ou un franco ou quelque chose. Et puis après, les Global Stars et les clusters sont un petit peu moins connus, je vais vous en toucher un mot. Mais voilà, si jamais certains d'entre vous veulent prendre la parole, peut-être pour nous expliquer un peu quelles sont leurs connaissances sur le sujet, ce serait super. Aïe. Merci. Bon, je veux bien, j'ai allumé ma caméra pour me présenter. Oui. Donc, Christian Janson, alors, en bénévolat, parce qu'il faut commencer par le bénévolat, c'est ça, si j'ai bien compris. Donc, je suis bien sûr membre de Nextmove. Je suis dans la filière automobile, je suis vice-président de la FIEF, qui est la Fédération des équipementiers, de l'industrie équipementier des véhicules, depuis quelques années. Je suis membre associé, j'étais membre élu avant, maintenant je suis membre associé de la Chambre de commerce pour la filière automobile, comme par hasard. Et autrement, je suis directeur général adjoint associé, parce que je suis au capital, d'une société qui s'appelle Steel & Design, qui est basée à Maurepas, société à laquelle j'ai vendu l'entreprise que j'avais créée il y a 12 ans.
cédait pas, et qui a donc maintenant c'est Shenzhen, une filiale à Hong Kong et à Shanghai, et des bureaux à São Paulo. Donc je connais bien BPI parce que notre groupe CN Design travaille depuis de nombreuses années sur différents sujets avec la BPI. Quand on parle de guichet, j'étais tellement heureux, j'arrive plus à me souvenir, avec la Covid, il y a pas 2 ans, c'est forcément 3 ou 4 ans, quand avait été lancé Team France, justement, pour avoir un seul guichet, mais chef d'entreprise que je connais bien dans le territoire, je parle bien sûr de patrons de PME, voire de TI, pas des groupes du CAC 40 que j'ai fréquentés auparavant. On a quand même du mal, honnêtement, à s'y retrouver. Donc, c'est pour ça que je suis inscrit à ce webinaire. Moi, j'ai bien entendu, à l'international, j'ai usé et reusé Business France pour mettre des VIE, BPI pour m'accompagner dans l'international, etc., etc. Voilà, merci. Parfait, merci beaucoup. Je rebondirai alors du coup sur le parallèle avec la Team France Export. Ouais, bonjour merci. François. Alors j'ai une grande question. Est-ce un homonyme ou est-ce vous qui connaissez notre DIAC Partenariat Tech International? Et êtes-vous notre consultant Antibo luxembourgeois? C'est vous. Ravi de vous rencontrer. Comme ça, c'est parfait. Je vous laisse prendre la parole. Je crois que votre micro est coupé, mais comme ça, vous aurez aussi cet éclairage, je pense, très intéressant de quelqu'un dont c'est le métier. Oui, exactement. C'est pour ça que je voulais vous proposer de ne pas hésiter à me solliciter pendant la présentation, vu que je suis expert depuis plus de 20 ans sur Eurostar et sur Horizon Europe et puis les programmes précédents, et pour avoir évalué des tonnes et des tonnes et des tonnes de projets, notamment Eurostar. Si vous avez besoin de quelques conseils pour des bonnes pratiques et des pièges à éviter, n'hésitez pas parce que j'en ai vu des vertes, des pas mûres et des très mûres. Donc c'est avec plaisir. Et je suis enchanté, Nolwenn. Merci beaucoup. Quand j'ai vu votre nom dans la liste, je me suis dit que ce serait très bien pour terminer, effectivement, d'avoir aussi ce feedback de ce côté-là. Donc, super. Merci beaucoup pour la proposition. Je vous en prie. Super. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Est-ce que certains d'entre vous ont déjà testé peut-être Eurostars, encore une fois, qui est généralement le plus connu, et souhaiterait dire un mot sur sa réussite, ou pas forcément sa réussite d'ailleurs, mais peut-être ce que ça vous a appris aussi, ce que ça vous a permis de travailler, de préparer un tel guichet? Avons-nous de grandes timides? Et si vous souhaitez, je commence et puis on échangera sur la fin. Je peux me présenter brièvement. Du coup, je n'ai pas postulé pour Eurostar. Je m'appelle Hakim Faria et je suis chargé d'affaires à INSA Valor, qui est la filiale R&D, valorisation et formation continue de l'INSA Lyon. Et on a été sollicité pour rentrer dans un consortium dans le cadre d'Eurostar. C'est la principale raison pour laquelle je me suis inscrit à ce webinaire, pour en savoir davantage et être mieux placé pour répondre à ce type de call. Très bien, et bienvenue. On pourra avoir du coup cet éclairage partenaire académique aussi, qui est effectivement toute la spécificité d'Eurostars. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole avant que nous ne débutions? Et puis sinon, n'hésitez pas, c'est tout l'intérêt justement d'être relativement peu nombreux, c'est qu'on va pouvoir vraiment échanger au fur et à mesure. Donc je vous propose sinon de commencer. Alors l'idée d'aujourd'hui, c'était vraiment de vous présenter un petit peu un mapping de ce qu'est Eureka Network, enfin le réseau Eureka, donc en français. Parce qu'effectivement, et c'est ce que vous disiez, Christian, plus tôt, on ne sait pas forcément comment se positionner par rapport aux multitudes de choses qui existent et aux multitudes d'acteurs. Donc peut-être première chose par rapport à l'introduction que vous aviez faite, Christian, par rapport à la Team France Export également. La Team France Export a vraiment, et donc pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est le rapprochement de plusieurs entités, et notamment du coup de Business France et des chambres de commerce françaises à l'international, pour mieux accompagner les entreprises françaises avec ce guichet unique dont parlait Christian, vers l'international. La particularité aujourd'hui, c'est que, alors je ne vais pas forcément parler très longuement de la Team France Export, même si BPI France en fait partie, car Business France, les chambres de commerce et BPI France dans ce cadre-là accompagnent les entreprises vers le volet export et donc purement business.
ou alors vous pouvez avoir effectivement des prestations sur mesure et vous demander d'aller un petit peu plus loin ou de façon différente, mais c'est vrai que le gros de l'activité de la Team France Export, c'est d'accompagner les entreprises vers l'international, mais du coup, pour trouver des clients, des revendeurs, faire des études pour vérifier quelles sont les opportunités dans telle ou telle zone, etc., etc. Ça peut être des missions, ça peut être beaucoup de choses. Ici, aujourd'hui, on va parler d'innovation collaborative internationale, qui est justement un autre levier d'internationalisation, peut-être un levier auquel on pense moins, en tout cas de prime abord. Le pari est le suivant, viser l'international, mais en misant sur l'innovation, puisque c'est là votre force en tant qu'entreprise innovante. Et l'idée, donc, concrètement, est d'aller trouver un partenaire international afin de mener un projet commun. Double intérêt pour vous. Non seulement, évidemment, l'amélioration de votre produit, ou peut-être donc soit diversification de votre offre avec le co-développement de quelque chose de nouveau en vous appuyant sur une brique complémentaire à la vôtre qui sera développée de façon spécialisée par le partenaire que vous choisirez, soit co-adapter un produit préexistant, et à ce moment-là, c'est peut-être l'occasion pour vous de mieux adapter votre produit, service, etc., au marché que vous visez, puisque justement, vous choisissez un acteur local pour vous y aider. Donc ça, c'est sur le volet R&D, évidemment. Et puis, tout l'intérêt, c'est en plus de faire levier, puisque au-delà de ce levier de ce projet R&D, bien souvent, les partenaires technologiques se transforment en partenaires commerciaux. Parce que toute l'idée des programmes qui sont portés par le réseau Eureka, c'est justement ce temps court après la R&D pour un go-to-market qui est rapproché. Donc, on va être sur, vous le verrez au fur et à mesure de la présentation, mais sur 2-3 ans de R&D maximum. Donc, vous le comprenez, en niveau de maturité technologique, on est assez avancé. Parce que l'idée, c'est qu'ensuite, il y a une commercialisation sous les 2 ans qui suivent. Et donc, volet commercial intéressant, puisque ce partenaire avec lequel vous avez travaillé d'un point de vue technologique va pouvoir également peut-être vous ouvrir son réseau, vous ouvrir en tout cas ses clés de lecture pour la lecture du marché, et bien souvent également la qualité qui est synonyme de localité. Et typiquement, lorsqu'on parle, même sans aller très très loin, alors je regarde du coup dans l'angle la carte du monde. Alors vous voyez, la Corée, effectivement, c'est un pays relativement complexe à aborder. C'est un pays pour lequel Google a du mal à se faire sa place, puisqu'il y a l'équivalent national. Bon, sans prendre ces extrêmes-là, l'Allemagne, qui paraît beaucoup plus proche géographiquement et donc peut-être plus proche à aborder, est en réalité relativement complexe également. Et on sait qu'il y a une préférence allemande marquée au sein de l'Allemagne, je veux dire, pour les produits allemands. Et donc, arriver avec un produit franco-allemand, ou en tout cas redesigné avec un partenaire local, eh bien, ça peut être gage de qualité et vous permettre une pénétration facilitée sur le marché. Donc, voilà un petit peu l'idée de ces projets. Donc, non seulement, et c'est le gros qu'on va discuter aujourd'hui, vous accompagner sur la partie R&D, mais également, du coup, faire levier ensuite sur ça, parce que la volonté, c'est que vous puissiez vous développer à l'international par la suite. Donc, voilà pour mon introduction. Et maintenant, parlons concrètement de ce qu'est le réseau Eureka. Alors, peut-être que certains d'entre vous donc n'ont pas forcément connaissance ou n'ont pas forcément travaillé sur ces programmes-là, mais ont sans doute entendu parler d'Horizon Europe, qui correspond au cadre de tout ce qui est financé par la Commission européenne. Donc, vous le savez, il y a un certain nombre de piliers, il y a un certain nombre d'appels à projets. Certains d'entre vous connaîtront sans doute surtout le programme phare qui est l'EIC Accelerator. Voilà, ce sont un ensemble de programmes et tout ça est financé par la Commission européenne. Donc, c'est le programme cadre de tout ce qui est financé par la Commission européenne, c'est Horizon Europe. Eh bien, Eureka, c'est le pendant intergouvernemental. Ce qui veut dire que tous les programmes qui sortiront d'Eureka, eh bien, ce sont des choses qui sont financées en revanche par les États, mais avec cette vocation internationale. Comment ça fonctionne ? Légalement, Eureka, c'est une association dont sont membres les pays. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'en fait, ça vous permet d'avoir un cadre légal qui permet de faciliter les accords entre les entreprises de ces pays-là, puisque les agences nationales opératrices de certains programmes bilatéraux, multilatéraux, eh bien, pourront facilement mettre en place des financements, des cofinancements et des accompagnements dans ce cadre-là. Donc, vous le voyez ici, initialement, Eureka a une vocation plutôt européenne, mais cela fait bien longtemps que nous avons passé les frontières européennes. Alors ici, toutes mes excuses, la carte date un peu parce qu'elle date de 2020.
Nous avons eu quelques petites modifications dessus, mais l'idée est la même, c'est derrière qu'on va quand même beaucoup plus loin que la frontière européenne, et notamment dans les membres les plus présents, nous avons la Corée du Sud, hors Europe, je veux dire, nous avons la Corée du Sud, le Canada, et puis vous trouverez d'autres acteurs comme l'Afrique du Sud, Israël ou Singapour plus récemment depuis mai dernier. Donc on peut quand même aller très très loin et viser l'international avec un grand I, sans forcément rester au niveau européen grâce à ces parcours. L'idée, c'est que ces pays peuvent varier d'une année à l'autre, et notamment, donc je vous parlais de petites modifications. Sur l'Amérique latine, en ce moment, l'Argentine et le Chili ont mis un petit peu entre parenthèses leur participation à Eureka pendant quelques mois et pourront revenir par la suite. Et puis, vous en doutez peut-être, mais la Russie a été bannie du réseau Eureka dans les dernières semaines. Donc du coup, vraiment, l'idée, c'est que vous avez pour vous, là, pour vous accompagner quand même, un cadre qui vous permet de viser et d'envisager des projets avec un certain nombre de pays. Et maintenant, je vais vous expliquer sous quel format, puisque vous l'aurez compris, Eureka est une association, et ces pays se sont mis en accord pour vous proposer 4 programmes que je vais vous présenter aujourd'hui avec un accent particulier sur les 2 premiers qui sont généralement les outils les plus utilisés, mais en vous détaillant quand même toute la valeur des 2 suivants. Et je vous propose de débuter avec Eurostars, qui est généralement en tout cas le plus connu. Qu'est-ce qu'Eurostars? Alors, c'est le plus connu et c'est pourtant le plus hybride, et je commencerai par ça parce que ça a un impact pour vous. En réalité, Eurostars, tout ce que je viens de vous dire, c'est justement que Eureka, c'était de l'intergouvernemental. Et bien, petit astérisque, sauf Eurostars, qui est en réalité entre Eureka et Horizon Europe, comme vous le voyez. Pourquoi ça vous importe? Alors, pour vous, c'est très transparent au niveau du financement. 100% sortira de chez BPI France, donc pas d'inquiétude. Mais vous le voyez ici, 75% in fine de ce financement viendra de BPI France, et donc du gouvernement français, là où il y aura quand même une petite partie de 25% qui viendra de l'Union européenne. Pourquoi c'est important pour vous? Parce que vous allez trouver ces informations-là au niveau de l'évaluation. C'est ce qui explique la double évaluation d'Eurostars, puisque j'y reviendrai dans un instant, mais l'évaluation se passe à la fois à Bruxelles avec des experts indépendants, et je pense que François pourra vous en dire un mot également, et également du coup avec un avis plus financier qui sera du côté de vos agences nationales d'innovation et donc BPI France en France. En termes de pays, vous le voyez, on est un nombre un tout petit peu plus réduit que ce que je vous ai présenté juste avant, mais on reste du coup sur une grande majorité des pays qui font partie de ça. Donc tout ça, ce sont les pays potentiels de vos partenaires. Ça vous laisse quand même beaucoup le choix. Comment fonctionne Eurostars? Donc Eurostars, je vous le disais en introduction, et c'est le cas pour Eureka, la volonté, c'est d'accompagner les projets R&D communs entre au moins une entreprise française, dans notre cas, et une entreprise d'un autre pays. À l'inverse de beaucoup d'autres guichets européens, l'avantage de tous les guichets qui sont portés par Eureka, c'est que la cible première reste la PME. Donc du coup, ce sont les PME qui vont être chefs de file, ce sont les PME qui vont avoir, donc l'état de PME, qui vont avoir le grand rôle. C'est pas arriver et proposer un projet derrière un corpo, ou alors, désolé Hakim, mais derrière un centre de recherche. Même si, au contraire, nous allons voir, hein, l'idée c'est évidemment de travailler avec eux, mais ne pas forcément les laisser chefs de file, parce qu'ici, les cibles premières, c'est bien vous, ce sont les entreprises. Donc comment ça fonctionne? Et peut-être vais-je faire le parallèle. Alors, du coup, je n'ai pas su combien d'entre vous connaissaient Eurostars, mais je vais supputer que certains d'entre vous connaissaient Eurostars 2, et je vais vous dire, parce que du coup, on a changé de cadre et vous donner les petites modifications pour être certain que vous partez dans la bonne direction. Pour ceux qui ont connu Eurostars 2, qui était donc la mouture précédente, peut-être avez-vous entendu parler d'une définition un petit peu particulière pour les entreprises qui y participaient, puisque le chef de file devait être une PME dite Eurostars. C'était une PME, du coup, qui devait démontrer d'une certaine partie de son activité ou de son nombre d'ETP qui était lié à la R&D. Tout ça a été abandonné dans Eurostars 3. L'idée est qu'on part sur une PME classique, définition européenne, mais par contre qu'on se recentre sur la qualité du projet et sur le degré d'innovation du projet. Donc c'est pourquoi ici, vous le voyez, plus de mention de la PME dite Eurostars, mais vraiment un centre, c'est on va aider les projets communs, collaboratifs, les projets innovants, que ce soit des innovations de produits, de process ou de services. Et là, on retrouve ce que je vous disais plus tôt, avec un go-to-market rapide, puisque vous le voyez, on est sur 2-3 ans de collaboration R&D, avant de laisser la place à la commercialisation que l'on espère dans les 2 ans qui suivent. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, c'est toute l'idée. On échange.
Critères d'éligibilité, c'est donc ce que je viens de vous dire. Le porteur du projet est une PME de définition européenne, plus de PME Eurostars. Et puis, je rebondis sur la troisième partie, ce que je vous disais également, les PME sont pilotes à bord, ce qui veut dire que c'est elles qui seront chefs de file et que on se retrouve donc avec les critères qui suivent: projet innovant, collaboratif, internationaux, puisque c'est au moins une entreprise de 2 pays différents, et équilibré, qui est quelque chose qui est quand même aussi important, c'est-à-dire que l'idée étant d'avoir des projets de R&D avec une création de valeur des deux côtés, un projet entre pairs finalement sur ce co-développement, on ne peut pas aller en deçà ou au-delà, en fonction du chiffre que vous prenez, de 70% à 30%. L'idée étant qu'on ne tombe pas sous une forme de sous-traitance, on est vraiment là entre deux partenaires qui travaillent ensemble à la définition d'un projet joint. Ensuite, au moins 2 partenaires, ça je vous le disais, c'est important parce que beaucoup de projets européens, c'est au moins 3 de 3 pays différents. Là, on est quand même plus sympa, c'est au moins 2 de 2 pays différents. Et puis, encore une fois, une durée maximale de 3 ans. Alors attendez, j'ai vu passer une question, me semble-t-il. La commercialisation correspond au premier chiffre d'affaires ou à un autre critère? Eh bien, tout ça, c'est quelque chose qui, on ne vous demande pas au moment où vous déposez le dossier, et puis François, je vous laisserai compléter, on vous demande pas forcément de savoir exactement qui va être, on vous demande, et enfin on est assez sérieux, puis je veux dire, l'idée c'est quand même que vous allez faire de l'innovation, du collaboratif, il y a quand même encore un certain nombre de paramètres justement que vous allez pouvoir tester au fur et à mesure de ces 2-3 ans, donc il est possible de proposer des scénarios, et je laisse peut-être François, parce que vous avez l'air de vouloir rajouter quelque chose sur la question, je vous en prie. Oui, alors en termes d'évaluation, effectivement, on aime bien les projets qui arrivent en disant, voilà, on va développer telle ou telle innovation, et puis le modèle de commercialisation auquel on pense sera probablement dans cet esprit-là. On profitera vraisemblablement sur la fin du projet, en général dans les 4-5 derniers mois, peut-être de tester un petit peu nos modèles et nos business models pour voir ce qui fonctionne le mieux, pour ajuster également nos projections de chiffres, de potentiel de chiffre d'affaires, etc. Et puis arriver, la fin du projet arrivant, on retravaillera une dernière fois sur nos scénarios de façon à pouvoir initialiser la commercialisation 6 mois, 1 an, enfin dans les 2 ans après la fin du projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que les évaluateurs n'ont pas pour consigne de donner un avis ou d'évaluer la méthode de commercialisation qui sera utilisée par la suite. Bien entendu, l'idée, c'est de proposer un projet qui soit cohérent, qui soit crédible, avec des hypothèses qui soient construites, qui soient solides. Après, la commercialisation, on peut considérer que vous avez commencé votre commercialisation si vous commencez à générer effectivement un premier chiffre d'affaires, même si ce n'est que 10 euros. J'ai eu des projets très très bons à évaluer dans lesquels on avait en fin de projet des utilisateurs qui étaient des bêta-testeurs à titre gracieux, mais qui, pendant le projet, ont fait des lettres d'intention en disant on fait cette expérimentation avec la PME, si c'est bien, on paye, on achète. Alors ça, évidemment, les évaluateurs adorent ce genre de sujet. Et là, Eurostar est absolument ravi parce que tout le monde se dit, ben voilà, on a servi à quelque chose de concret, ça permet de développer le business à l'export et ça fonctionne très bien. Mais effectivement, la règle de base, c'est dans votre projet Eurostar, c'est de dire, on a 2 étapes. On a une étape d'innovation, de recherche et d'innovation et de test en conditions réelles. Ça, c'est pendant le projet. Et on démarrera la commercialisation après la fin du projet, une fois qu'on aura testé nos hypothèses, de façon à se donner un maximum de chances de succès. Voilà, ça, c'est la règle de base à garder en tête. Voilà. Super, merci beaucoup. Je vais adorer ce webinaire à double voix. C'est très très bien. Et du coup, c'est une excellente transition sur la suite, c'est-à-dire sur quoi votre projet va être évalué. Et sans grande surprise, vous allez retrouver 3 piliers que vous retrouvez généralement dans les programmes européens. Et l'idée, comme le disait très bien François, c'est de comprendre la logique et que le projet soit cohérent en tant que tel. Ces 3 piliers, ce sont ceux que vous découvrez à l'écran. L'idée, c'est que vous ayez une première partie sur cette quality and efficiency of the implementation. L'idée, c'est vraiment de démontrer la qualité du consortium et surtout la valeur ajoutée de votre consortium. Donc, c'est expliquer pourquoi vous choisissez ce cadre-là, pourquoi partir à l'international et pourquoi partir avec un partenaire plutôt qu'y aller tout seul. Donc, quelle est la valeur de chacun des partenaires qui composent le consortium? Et puis, expliquer que
même si ce n'est pas forcément un partenaire avec lequel vous travaillez depuis 10 ans, vous avez bien discuté de qui allait faire quoi et que tout a été discuté en amont et suffisamment établi pour éviter qu'il n'y ait un problème d'ordre managérial ou interpersonnel qui vienne perturber le projet R&D, qui est le centre du financement, puisque vous avez bien établi qui allait faire quoi et qui allait porter quoi comme temps et comme coût, et que c'était grâce à tout ça que vous alliez réussir un superbe projet. Première partie. Excellence, c'est généralement là où vous êtes très très bon puisque vous connaissez votre innovation par cœur. L'idée, c'est de montrer quel est ce degré d'innovation, pourquoi il est intéressant pour nous de vous suivre et comprendre un petit peu quel est votre niveau et l'intérêt par rapport aux besoins qui ont pu être exprimés, mais surtout c'est là aussi qu'il vous faudra expliquer quels pourraient être les risques techniques sans les, justement, enfin c'est une vraie grosse question, et donc c'est non seulement démontrer que vous savez qu'il y a des risques, mais savoir également ce que vous avez prévu peut-être pour les confronter lorsqu'ils arriveront ou s'ils arrivaient. Et puis la dernière partie, comme on le disait à l'instant, c'est la partie impact, donc à la fois marché et commercialisation. Donc démontrer, comme le go-to-market est rapproché, que vous savez déjà quel est votre marché, ou en tout cas que vous en avez une relativement bonne idée, que vous savez également à peu près ce que vous souhaitez faire, en tout cas avec les connaissances que vous avez à date, et montrer que tout ça est effectivement logique et cohérent, sachant que c'est là que vous allez montrer votre avantage compétitif et que vous allez, de même que pour les risques techniques, expliquer quels pourraient être les risques commerciaux et la façon dont vous allez y répondre, et puis également la compétition, qui fait partie intégrante du marché. François, souhaitez-vous ajouter quelque chose ? Oui, parce que c'est un point qui est fondamental. Trop de très bons projets ne sont pas sélectionnés par manque de préparation sur la partie marché, connaissance de la compétition et chiffres. Je vous donne un exemple classique. Je lis très souvent des propositions dans lesquelles on annonce des tailles de marché qui ne sont pas renseignées. On décrit des compétiteurs sur lesquels finalement on ne décrit pas grand-chose, donc on n'a aucune idée du niveau de compétition auquel on a affaire. Et en fait, on voit très rapidement à travers un projet, quand les gens sont des vrais experts du marché, ils le connaissent sur le bout des doigts et ils savent exactement où est l'opportunité et où est-ce qu'ils vont partir, et ceux qui sont en train d'essayer de récupérer de la subvention parce que ça va être bon pour la trésorerie à la fin de l'année. C'est un point qui est très important parce que c'est malheureusement l'erreur la plus fréquente que je vois. À la Commission européenne, entre experts, on a l'habitude de dire tout ce que j'écris, je dois être capable de le prouver et de le justifier. Si vous mettez des chiffres ou si vous donnez des informations sur vos concurrents dans le formulaire qui constitue votre candidature, n'hésitez pas, et même c'est fortement conseillé, à rajouter la preuve de ces chiffres et la preuve de vos informations dans l'annexe, le document d'annexe que vous pouvez uploader sur la plateforme, de façon à justifier tout ce qui a été raconté dans le formulaire. Ça, c'est un gros avantage pour la qualité de votre candidature, parce qu'on va se rendre compte que vous avez fait vos devoirs à la maison, que le travail a été monté de façon rigoureuse. Il ne faut pas oublier que la Commission européenne, c'est une très vieille culture de la recherche. Et dans la recherche, c'est la rigueur. La rigueur dans la qualité des textes, de l'écrit, et la qualité des informations que l'on diffuse, y compris les sources d'informations. Si je dis que mon marché pèse 3 milliards de dollars, qui a dit ça? Ça vient d'où? Quand? La croissance est de 20% par an. OK, jusqu'à quand? Quel est l'institut qui a annoncé ça? À quelle date? Est-ce que ça a évalué? Quelles sont les tendances? Ce sont des points que je vois régulièrement manquants dans les projets. Donc voilà. Merci beaucoup. Très, très bon conseil, effectivement. Et puis, j'ajoute quelque chose qui sort un petit peu de ce cadre-là, mais c'est vrai qu'on a discuté avec un certain nombre d'entreprises qui ont pu préparer, qui n'ont pas forcément toujours eu le financement. Et elles ont été unanimes sur celles que nous avons interrogées en disant, mais même si on n'a pas eu le financement, on a tellement travaillé sur justement, notamment cette partie-là, qui est peut-être celle qui est la moins préparée justement en amont, qui est la moins logique, parce que l'excellence R&D, on se doute bien que vous l'avez en tête. Mais du coup, sur cette partie-là, il dit, ça se récupère, on le réemploie, et puis le fait d'être passé à l'échelle en voulant tester ce guichet-là, en allant un petit peu voir ce qui se passe aussi dans les pays des personnes qui sont issues du consortium, ça donne une assise européenne, une visibilité auprès à la fois de potentiels clients et d'investisseurs également qui disent « Ah, ils visent l'européen, c'est intéressant », qu'en fait,
rien n'est perdu. Et c'est-à-dire que même si effectivement la subvention n'a pas lieu à ce moment-là, ou alors qu'elle n'a lieu que la prochaine fois, etc., il y a une telle préparation et un tel cadrage que ça vous donne de toute façon une visibilité et une assise nouvelle et une force nouvelle dans votre argumentation auprès d'autres acteurs par la suite. Absolument. Alors, je vous propose de passer au vif du sujet, qui est le financement. Alors, en France, donc vous l'aurez compris par le titre, le financement dépend de chaque pays. Donc, l'intérêt, c'est évidemment d'inviter, et ce que je vais vous faire d'ailleurs en France, d'inviter vos partenaires à aller voir leur agence nationale d'innovation pour qu'elle leur réexplique les conditions d'éligibilité, puisque ça dépend également des pays, vous le voyez également ici, et les conditions de financement. C'est très important, donc n'hésitez pas, puisque j'en dirai un mot à la fin, mais si jamais tout est au vert pour tout le monde et un seul ne reçoit pas le financement pour X ou Y raison, eh bien c'est le consortium qui tombe. Donc c'est très important de gérer toutes ces questions en amont. Donc comment ça se passe en France, vous le voyez, donc type d'acteurs, nous en avons 3 différents, la PME, cette fois-ci définition européenne, c'est ce qu'on disait, ETI, de moins de 2000 employés, donc on peut déjà aller quand même sur de belles entreprises, de belles ETI. Et puis partenaire académique. Alors pour ceux qui ont connu Eurostars 2, il y a eu une petite modification sur partenaire académique et comme je sais que vous êtes certains à nous écouter pour ce volet-là, je vais le détailler. Donc en termes de financement, vous le voyez, bonne nouvelle, déjà on part sur de la subvention. C'est très intéressant parce que pour ceux qui ont l'habitude de BPI France, vous le savez, nous avons relativement peu de financements qui sont sous forme de subvention au niveau national, si ce n'est vraiment le début, et c'est toute la logique de l'aide de BPI France, c'est beaucoup de subventions au départ, et puis de moins en moins parce qu'on considère que vous avez un petit peu moins de risques, et un petit peu plus de savoir-faire et un petit peu plus d'assises. Donc du coup, plus on s'éloigne et plus on monte dans les niveaux de maturité techno, et moins il y a de subventions. Donc ici, première chose, et d'ailleurs je ne l'ai pas dit, Eurostars c'est TRL 4. Et très honnêtement, et puis François, vous me direz ce que vous en pensez par rapport à ce dernier batch qu'on a eu pour le call numéro 1, mais jusqu'à présent c'était marqué TRL 4 et plus. Et on a assisté avec les résultats du premier call à un TRL 4, 4. Donc il y a eu vraiment un renforcement, mais parce que ça doit suivre également ce renforcement sur le projet innovant. Il y a cette compétition qui s'est faite vraiment sur la qualité du projet, et c'est vrai qu'on a été plutôt sur des TRL 4 que des TRL un petit peu plus élevés sur le premier appel à projet dans le cadre du nouveau contrat d'Eurostars 3. Donc du coup, voilà, donc ça c'est la première information que je n'avais pas donnée. Mais l'idée, c'est donc que nous sommes en subvention et donc on vous accompagne en subvention. À quel montant, vous le voyez, donc ça dépend de votre statut et de votre stature, puisque ça va dépendre de votre nombre d'employés. 40% pour les PME, jusqu'à 40% pour les PME, jusqu'à 30% pour les ETI, et pour les partenaires académiques, jusqu'à 40% des coûts complets. Petite différence entre PME, ETI et partenaires académiques, vous le voyez, il n'y a pas de plafond d'aide officiel, si ce n'est, et on y reviendra, le niveau de fonds propres. En revanche, pour les partenaires académiques, 2 scénarios. Le premier, en cas de consortium comprenant au moins une entreprise et un partenaire académique français. À ce moment-là, vous avez un maximum, non pas d'assiette, mais d'aide de 120 000 euros. Là où si vous êtes seul partenaire français, en tout cas seul partenaire académique français, ce sera un maximum d'aide de 50 000 euros. Parce que vous le verrez, les Français sont très efficients, ils déposent moins que leurs voisins, mais sont très très bons quand ils y vont quand même. Et donc c'est dommage de ne pas faire bénéficier aussi des consortia internationaux inter-français, parce qu'on est très content quand les entreprises françaises travaillent avec des partenaires académiques français. Alors vous le voyez, il y a un certain nombre d'astérisques sur cette slide. L'idée, c'est donc de vous préciser 3 petites choses. La première, très importante, parce que c'est une nouvelle règle, c'est que si jamais vous êtes brillant et que vous avez malheureusement déjà réussi Eurostars, eh bien vous ne pourrez pas repostuler dans les 3 ans qui suivent votre financement. Ce qui veut dire que si vous avez été lauréat à ce call, non justement, celui de novembre, parce que maintenant on a eu une deadline la semaine dernière, il y a 2 semaines, si vous avez été lauréat en novembre, au cut-off de novembre, vous ne pouvez pas redéposer avant le call 7. Puisqu'on a une période de 3 ans. Donc, c'est la première chose. La seconde, vous le voyez pour le profil d'ETI, c'est jusqu'à maximum 2000 employés. Pour 5000 jusqu'à 5000 employés, il est possible de participer au consortium, mais par contre, le financement ne sera évidemment pas garanti. Donc simplement, voilà, il est possible pour vous d'imaginer dans votre consortium des partenaires un petit peu différents de ceux-là, simplement, ils ne recevront pas les fonds liés au financement proposé dans le cadre français. Et puis la dernière chose, très important, et c'est quelque chose sur lequel on appuie encore plus pour ces derniers calls, vous le voyez, le plafond d'aide donc pour les entreprises est limité au niveau de fonds propres.
Ça, c'est une exigence, malheureusement, BPI France reste une banque et est soumise aux mêmes régulations bancaires que BNP Paribas ou la Société Générale, ou LCL, pour en citer plusieurs. Et du coup, l'idée, c'est vraiment qu'on a un ratio de fonds propres à conserver. Et l'idée, c'est donc que l'on puisse vous accompagner, mais pas vous surendetter. Et pour ce faire, c'est donc notre demande, il faut absolument que vous preniez contact avec votre chargé d'affaires, puisque vous êtes très généralement suivi, en tout cas vous, entreprise française, par BPI France. Et l'idée, c'est que vous l'aurez compris, je vous le disais au départ, il va y avoir cette double évaluation. Une évaluation sur le projet qui sera déposée, on va revenir dans un instant, sur la plateforme Eureka, qui sera évaluée par des experts indépendants pour le compte de la Commission européenne, du coup, au niveau de Bruxelles. Et puis, il y a le volet financier qui est géré par votre Agence nationale d'innovation et en l'occurrence BPI France en France. L'idée, c'est que pour vous, c'est tout bénef, si je puis dire, parce que le chargé d'affaires BPI France, c'est cette personne-là qui va devoir donner un avis sur votre situation et le financement que vous allez pouvoir recevoir. Donc, si dès avant de déposer votre dossier, vous allez voir votre chargé d'affaires pour vérifier en fonction de votre niveau de fonds propres, le niveau d'encours peut-être, le niveau de développement actuel, les possibilités de financement, vous allez vous gagner du temps incroyable, parce que si dès avant, on a un no-go, qui peut-être pour X ou Y raison, hein, encore une fois, ça peut être, bon, condition sine qua non parce qu'il y a une levée de fonds mais qui est un petit peu tardive, peut-être qu'il vaut mieux redéposer mais au prochain cut-off. Deuxième chose, entreprise en difficulté, légalement, du point de vue européen, on n'a pas le droit de vous accompagner, mais il suffit peut-être d'une modification sur l'alias fiscal ou d'une pirouette financière pour réussir quelque chose, mais ça n'est pas possible. Donc ça peut être beaucoup de choses en réalité, mais c'est ce chargé d'affaires qui va prendre cette décision. Donc si vous arrivez, et c'est ce qu'il faut faire, à en discuter avec cette personne auparavant, bah, l'avantage c'est que vous n'allez pas travailler pendant des mois avec un consortium de 10 personnes qui vont vous en vouloir après parce que tout va capoter par votre faute, alors qu'on savait déjà que vous n'alliez pas pouvoir recevoir le financement. Donc vraiment, j'insiste parce qu'on a eu le cas et c'est vraiment dommage d'être excellent, mais de ne pas pouvoir recevoir le financement et de le savoir en amont et du coup d'emmener vos partenaires là-dedans. Donc, allez voir votre chargé d'affaires, c'est extrêmement important. Voilà. Hakim, je vois que vous avez une question. Quid des académiques en coûts marginaux? Alors, François, avez-vous la réponse? Pas particulièrement. Qu'est-ce qu'on entend par coûts marginaux? En fait, il y a la possibilité de demander des financements à BPI. Et si je ne dis pas de bêtises, l'institution choisit soit en coûts marginaux, et donc la totalité des frais est financée, mais pas les frais de personnel permanent. Alors qu'en coût complet, il y a à la fois les permanents, les embauches, mais ce n'est pas à 100% des coûts. Alors, pour être tout à fait transparente, et c'est pour ça que je jetais une bouteille à la mer pour François, je n'ai pas l'information de mon côté et je préfère plutôt redemander à la collègue qui s'est occupée de ce sujet-là, vraiment sur le côté partenaire académique, pour vous répondre, parce qu'effectivement, ce que vous me dites me parle, mais pour moi, justement, on n'était pas sur ces... Enfin, on était justement sur les coûts marginaux plus... Du coup, la différence coût complet, mais on ne pouvait pas choisir l'un ou l'autre. On reste sur les coûts complets et c'est maximum 40%, mais les 40% qui sont considérés sur les coûts complets, c'est uniquement des coûts marginaux pour moi. If it makes sense. Ah oui, oui, je vois. Mais ce que je vous propose, Hakim, c'est peut-être éventuellement que vous m'envoyiez un mail. Il y aura évidemment mon adresse mail à la fin. Et comme ça, je vous mets en relation avec la bonne personne qui pourra répondre sur ce point un peu plus précis. Merci. Non, merci à vous. Voilà, donc, oui. Est-ce que je peux vous poser une question? Bien sûr. Bertrand Bouteau, fondateur, dirigeant de la société Mystique, on est dans les composants médicaux. Vous avez mentionné plusieurs fois le TRL4. C'est gravé dans le marbre ou si on est en TRL5 ou au-dessus, ça ne marche pas? Parce que je dis ça parce qu'il y a une toute petite incohérence entre les 2 années de time to market et le fait qu'on part de TRL4. Donc, je voulais savoir comment on le gère, ça. Allez-y, François, si vous voulez rebondir. Alors, le TRL4, c'est gravé dans le marbre. Ce qui n'est pas gravé dans le marbre, c'est ce que vous allez mettre dans votre projet. Donc, vous pouvez déjà être une entreprise qui commercialise toute une gamme de produits qui sont ultra matures au-delà de TRL9 et ça se passe très bien. Sauf que vous avez décidé de partir sur un projet collaboratif de recherche et d'innovation Eurostar avec un nouveau produit qui, lui, par contre, pour lequel vous allez décrire pourquoi il est en TRL4.
c'est quelque chose qui est assez simple à faire, que je vois de façon assez régulière. J'ai même beaucoup d'entreprises qui me disent « mais moi, je ne peux pas, je suis déjà en TRL7 ». Et puis, quand je creuse un peu, je me rends compte qu'ils sont à peine en TRL3. Donc, en général, on travaille sur le descriptif de son niveau d'évolution à ce moment-là. Mais effectivement, cette année, on a eu un gros coup de frein sur les TRL parce qu'il y avait beaucoup de disparités. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait grosso modo des recommandations jusqu'au moment où on a eu des dossiers tellement… Enfin, il y avait tellement d'écart de maturité entre les produits et les innovations qu'on nous proposait que la commission s'est dit, attendez, on est quand même là à la base pour financer de la recherche et de l'innovation. Eurostar, il ne faut pas oublier une chose, c'est que certes, c'est un programme de financement qui est proche du marché pour accélérer la commercialisation et le départ à l'export entre les entreprises européennes, mais c'est avant toute chose un programme qui finance de la recherche et de l'innovation. Donc on est dans un mix où en 3 ans maximum, vous pouvez avoir des projets moins longs, vous devez travailler sur votre recherche, développer votre innovation, le tester en conditions réelles pour arriver grosso modo en fin de projet autour, on va dire autour d'un TRL7 en général, pour pouvoir dire bah, maintenant je peux partir en commercialisation et puis je ferai les finitions et je ferai sécher la peinture au fur et à mesure des évolutions de mon produit et de sa commercialisation. Mais voilà en gros en général comment on démarre. D'accord. Alors, je disais ça parce que pour les sociétés deep tech, il y a en général une durée vraiment longue entre un TRL4 jusqu'à un TRL7. Mais ceci dit, tout dépend du critère de génération de chiffre d'affaires. Parce que, comme vous le disiez, enfin, je fais un tout petit témoignage là, sur d'autres projets BPI, on avait ces contraintes-là. Et la considération de générer du chiffre d'affaires à travers des contrats de R&D avec des clients était considéré comme un bon critère. Donc, c'était pas forcément la commercialisation du produit sur le marché, mais vraiment de la génération du chiffre d'affaires pour la société. Donc, je ne sais pas si ça marche aussi dans le cadre de cet appel-là. François, si vous voulez. Je ne le vois pas de façon régulière. En règle générale, je vois soit des entreprises assez jeunes qui disent, ben voilà, j'ai développé une première version de mon produit qui a une traction énorme, sauf que ma limite de capacité d'innovation est à ce niveau-là, et j'ai trouvé le partenaire génial au Portugal, en Espagne, en Allemagne, où on veut, qui va m'apporter ce complément, et ensemble, on va faire un truc absolument délirant. Et ça, c'est en gros 90% de ce que je vois passer en général. Soit de temps en temps, on voit des projets sur lesquels les entreprises disent ben, on a commencé à commercialiser un truc qui est pas tout à fait fini, qui n'est pas tout à fait ce qu'on va faire à la fin, mais on génère déjà un peu de chiffre d'affaires. Et là, en général, ce n'est pas très apprécié parce qu'on a un sentiment d'éparpillement dans les roadmaps de développement produit. On aime bien quand les choses sont assez balisées en disant, voilà, on a développé tout le noyau dur, on en est aujourd'hui à TRL4. Pour certaines fonctionnalités, on est même à TRL7, ça pose de problème à personne. Mais globalement, aujourd'hui, on est à TRL4. Dans les 3 ans qui arrivent avec nos partenaires, on va passer à un TRL6, 7, 8 à définir, à expliquer. Et ça nous permettra de lancer la commercialisation sur tel agenda, dans telles conditions. Voilà, ça, on aime particulièrement. Est-ce que ça répond à votre question, Bertrand? Oui, merci. Merci beaucoup, François. Je vous en prie. J'ajouterais que là c'est un guichet parmi d'autres, et l'idée aussi de justement la multiplicité des guichets qui existent au niveau européen et au niveau international, c'est justement peut-être de voir s'il n'y a pas un autre guichet qui correspond davantage à votre développement, à votre profil, parce qu'effectivement, les profils deep tech sont particuliers. C'est pour ça justement que au niveau de BPI France, il y a une attention particulière sur les temps de développement, sur ce qu'on accepte et sur les types de financement aussi. Donc, il faut voir si c'est ça qui correspond le plus, et puis voir s'il n'y a pas d'autres choses sur lesquelles on pourrait vous accompagner et qui correspondraient davantage. Et puis, si jamais vous avez d'autres questions pour vraiment qu'on en discute en one-to-one, pour qu'on en sache un petit peu plus de votre développement, etc., n'hésitez là pas encore à nous écrire, et comme ça, vraiment, on prend le temps de voir effectivement ce qui est possible dans ce cadre-là. Super, voilà. Merci beaucoup, Nolwenn. Avec plaisir. Alors, l'idée, c'est que je vous propose de terminer un petit peu sur Eurostars ici, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Encore une fois, slide récap.
Un partenariat, au moins 2 entreprises. D'ailleurs, je crois voilà, que j'avais vu une autre question. Pourquoi 2 entreprises minimum? Quels sont les montants moyens, enveloppes, prêts ou subventions et délais? Alors, pourquoi 2 entreprises minimum? Parce qu'on est quand même dans de l'international, donc on est obligé d'avoir au moins 2 entreprises de 2 pays différents, sinon on ne rentre pas dans le cadre international. Donc c'est pour ça, après, il est tout à fait possible d'avoir des consortia plus élevés. Il n'y a absolument aucun problème, mais si ça restait français, on sortirait de ce cadre-là. Quels sont les montants moyens enveloppes? Alors, est-ce que François, vous avez des chiffres? Parce que moi, j'en ai quelques-uns en tête, mais si vous en voyez plus que moi de dossiers, peut-être? Alors, en moyenne, on est sur des projets, je parle de coûts globaux d'un projet, on est sur des projets autour de 2 millions. De temps en temps, on voit passer des exceptions à 4, 5, 6, 7 millions. Il n'y a pas de limite de budget dans les projets Eurostar. Après, il y a des limites au niveau des montants que les agences de l'innovation de chaque pays fixent. Par exemple, si vous travaillez avec un partenaire en Suisse, la Suisse ne finance pas plus de 500 000 euros. Si vous travaillez au Luxembourg, ce n'est pas plus de 500 000 euros. Je crois que BPI, vous êtes particulièrement généreux avec un maximum de 3 millions, je crois, Oui. de mémoire. Voilà. Donc, ça dépend vraiment des pays avec lesquels vous allez collaborer par rapport à ça. Mais en règle générale, en moyenne, on est autour de 2 millions. Ça va de 1,5 à 2,5 sur la majeure partie des dossiers que je vois passer. Moi, j'avais en tête effectivement entre 1,5 million et 2 millions, donc on est quand même sur des beaux projets la plupart du temps. Mais il faut imaginer du coup que vous êtes au moins 2 entreprises, donc 2 entreprises, 1,5 million, ça fait déjà de très gros budgets. Donc c'est plutôt à partir, je crois que la moyenne c'est 3 entreprises dans les consortia, hein. Je crois que c'était les chiffres que nous donnait nos communiqués Eureka. Donc voilà, c'est un petit peu ça la tendance. Donc l'idée, c'est que vous, en tant que partenaire, vous avez autour de 500 000 à 700 000 euros généralement d'assiettes. Après, c'est pas pour le coup gravé dans le marbre comme le TRL4. Ça dépend du nombre que vous êtes, ça dépend de la part du projet que vous gérez. Tout ce qu'il y a, c'est simplement, on va retomber très bonne transition sur le deuxième point, on reste sur quelque chose d'équilibré. Et du coup, forcément, il y aura ça à avoir en tête, c'est équilibré entre les pays. Il ne faut pas qu'il y ait un pays qui porte tout et que juste on ait trouvé un partenaire qui ne va rien faire, mais pour rentrer dans ce cadre international. Et en même temps, il ne faut pas qu'entre les pays, entre les entreprises, il n'y en ait qu'une seule qui, encore une fois, porte la quasi-totalité, parce que là, on serait sur une forme de sous-traitance un petit peu voilée. Et puis peut-être la dernière question, prêt ou subvention? Subvention du côté français. C'est très généralement de la subvention ailleurs également. Mais du coup, dans ce cadre-là, subvention. Et puis, si vous voulez entendre parler de prêt, malheureusement, j'y arrive. Il y en a aussi. Généralement, vous préférez la subvention, mais je vais vous montrer que le prêt peut être très intéressant également. Et puis les délais. J'y viens, très bonne transition sur le 4e point, 2 deadlines par an. Il y en a une qui c'est le dernier cut-off était le 24 mars, donc il y a très peu de temps, et la prochaine est le 15 septembre. Et l'idée, c'est donc que vous en avez 2, généralement c'est février, mars et septembre, octobre. Donc vous pouvez postuler assez régulièrement. Et en termes de délai, donc pour le cut-off alors l'an dernier c'était novembre, donc très mauvais exemple sur ce que je viens de vous dire, mais c'était particulier, on a pris du retard avec le programme et la signature du contrat. Mais du coup novembre, et les résultats sont arrivés, les résultats officiels, c'était en janvier-février, je crois. Oui, c'était en tout cas, voilà, ça prend 3-4 mois. Enfin, l'idée, c'est quand même, c'est relativement court. Et peut-être j'ai pensé à autre chose en vous disant ça. Oui, quelque chose que je n'ai pas précisé, mais peut-être l'avez-vous compris, c'est que, et c'est toute la force d'Eureka, sauf de très rares exceptions que je vais vous mentionner ensuite, on est beaucoup sur du bottom-up. Ce qui veut dire qu'on est sur des open calls. Vous pouvez arriver, venez comme vous êtes. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'appel à projet dédié, spécifique. Donc, c'est 2 deadlines par an, mais 2 deadlines ouvertes. Donc, vous pouvez venir, quel que soit votre secteur d'activité. Et puis je termine rapidement, comme ça on aura quand même le temps de discuter un petit peu de ce qui se passe ailleurs. Soutenu par une capacité financière et humaine, ça c'était toute la partie fonds propres et également ce que vous devez démontrer dans votre dossier de la bonne harmonie de votre consortium. La candidature donc se fait dans un dossier unique en anglais qui est déposé sur la plateforme Eureka Eurostars et qui va permettre donc d'être évalué ensuite par ces fameux experts à Bruxelles, sachant que du coup on vous demandera après cette première phase d'admissibilité, donc de réponse sur ce dossier, vous aurez des documents complémentaires à nous fournir au niveau de BPI France pour la 2e phase, qui est donc la phase d'instruction financière de votre dossier. Financement, donc synchronisé, c'est ce que je vous disais, tous les partenaires en même temps. Ce qui est important, c'est du coup, il ne faut pas qu'il y en ait un qui fasse défaut, parce que malheureusement, comme tout est fait en même temps, ça a un impact sur les autres. Et puis,
très bonne question du coup, Félix, puisque j'arrive sur la dernière. Ça reste un concours, puisque vous êtes en compétition contre le reste de l'Europe, en tout cas sur le nombre au niveau de l'évaluation bruxelloise. Néanmoins, je le disais tout à l'heure, les Français sont quand même très très bons et sont très efficients. Puisque nous sommes, alors pas au dernier call, mais je prends plutôt les dernières années, comme ça c'est un petit peu plus parlant. Les Français, je vous disais, ils sont très efficients parce qu'ils déposent moins, mais ils réussissent mieux. On est autour de 31% de réussite en France, ce qui veut dire presque 1 sur 3 qui est financé, ce qui est énorme par rapport, sans parler de l'IIC Accélérateur, là encore, on est quand même sur de très très bonnes statistiques. Donc Julia ne vous a pas menti dans son introduction, c'est intéressant. Voilà, donc du coup, eh bien Christian, à bientôt. Et Félix, donc les statistiques sur les dossiers lauréats par grand secteur économique thématique. Donc vous avez les dossiers sur les success rates. Et puis sinon sur les secteurs et les thématiques, elles sont multiples. Nous avons évidemment beaucoup de santé, médicale, biotech. Et puis sinon, nous en avions, alors, sauf erreur de ma part, le premier c'était technologie, c'était TIC. Ensuite Oui. c'était médecine, médicale, medtech, biotech. Ensuite c'était... Je ne me rappelle plus du troisième. Je pourrais regarder si vous le souhaitez à la fin lorsqu'on discutera. Mais donc, franchement, on a de tout. Et merci beaucoup, Christian. À bientôt. Vous arrivez, si vous faites partie de Next Move, bien placé parce qu'on en a quand même un certain paquet sur les nouvelles formes de mobilité. Oui, François. Je peux vous donner les pourcentages si vous le Très volontiers. souhaitez. Entre 2008 et 2019, pour les projets approuvés, 32% pour la biotech, 26,7% pour tout ce qui est nouvelles technologies, ICT, Ouais. 24,7% pour tout ce qui est industriel, 6,2% pour tout ce qui est énergie. Et après, j'ai l'environnement autour de 4%. Voilà. Et sur les projets par marché, alors le transport 3%, biotech, la construction, le BTP 2,5%, les consumer goods services 10%, énergie 7%, ICT 16,5%, environnement 3,7% et industriel 16,8%. Et en moyenne, c'est 80% des projets sont constitués par des PME, le reste étant des universités ou des instituts de recherche. Voilà, sur les projets qui candidatent. Superbe, merci beaucoup. Comme ça, vous avez toutes les informations, mais vous le voyez, et sauf erreur de ma part, justement, parce que ça, ce sont des chiffres, alors, sauf si on n'a pas les mêmes, mais moi, c'était des chiffres qui couraient depuis le début d'Eurostar, ce qui veut dire qu'il y a eu quand même le boom des années 2000 au milieu. Donc, forcément, ICT, ça a été relativement présent. Mais il y a quand même une croissance, du coup, de ces questions de green, d'énergie, de nouvelles mobilités qui sont en train de monter. Donc c'est assez intéressant, et heureusement, on parle de plus en plus de green tech. Je vous propose donc de passer à la suite. Donc là, vous avez eu une belle présentation sur Eurostars, qui est donc là, le premier des 4 guichets. Nous passons aux Eureka Network Projects, qui, vous allez le voir, sont un petit peu différents. En réalité, de quoi s'agit-il? C'est un programme que vous allez pouvoir trouver dans 3 solutions, 3 différents scénarios. Premier scénario, zone géographique. Donc, vous allez voir passer un appel à projet France-Espagne. C'est celui qu'on a en ce moment. France-Espagne, il est ouvert jusqu'au 15 juillet. Ou alors Danube, qui a été lancé au début du mois. Donc là, c'est la France, l'Allemagne, et puis après l'Autriche, le Monténégro et beaucoup de pays, du coup, plutôt dans l'est de l'Europe. Donc, ce sont des zones géographiques et on se sert de ce cadre Eureka et donc des accords que nous avons entre nos pays pour dire, ben voilà, on souhaite travailler ensemble sur un point de vue géographique. Donc, on ne met pas forcément de thème particulier, mais on souhaite mettre un éclairage particulier sur le franco-espagnol parce qu'on pense que c'est important, que c'est intéressant. Alors, on peut vous donner évidemment des idées et vous aider à tester ces opportunités en vous disant, voilà, l'Espagne, c'est tel marché, tel type d'écosystème d'innovation. Donc, si vous êtes telle entreprise, ce serait intéressant d'y aller, mais c'est ouvert. Donc, vous pouvez arriver avec le projet que vous souhaitez. Donc, premier scénario, géographique. Deuxième scénario, thématique. Donc, on est en train de travailler, par exemple, à un projet d'appel à projet sur les photonics. Et donc là, en fait, c'est photonics. Et après, il y a un certain nombre de pays qui disent « moi, je veux en être ».
Et à ce moment-là, eh bien, ce sont les pays qui sont membres, vous pouvez travailler avec eux. Et on avait eu le cas, par exemple, il y a 2 ans, on avait lancé un appel à projet Covid-19. Et donc, l'idée, c'était en mars 2020 de réagir à chaud à ce que l'on pouvait faire pour accompagner les professionnels de santé dans la lutte contre le Covid. Et donc, c'était très court, puisque du coup, là, c'était répondre à une crise mondiale. Et donc, l'idée, c'était toutes les entreprises innovantes qui voulaient travailler sur des nouveaux formats de respirateurs, d'aide au diagnostic du Covid, etc., etc. Donc là, c'était vraiment thématique. Et puis du coup, le Canada avait dit j'en suis, les Pays-Bas avaient dit j'en suis, etc., etc. Donc, première chose géographique, deuxième chose thématique. Troisième chose, et c'est là où c'est très intéressant, eh bien, c'est candidature spontanée. C'est-à-dire que c'est toute la richesse de Eureka et des Eureka Network Projects. C'est-à-dire que nous avons des accords avec certains pays. Pour être tout à fait transparente, il y a des pays avec lesquels on travaille beaucoup. Vous avez certains de leurs noms ici, il y en a d'autres. Je ne pense ne jamais avoir discuté avec mes partenaires danois. Alors que nous sommes tous les deux membres du coup de RECA. On se croise peut-être une fois par an à des réunions, mais je ne les connais pas plus que ça. Pour autant, si demain, vous venez me voir en me disant, voilà, j'ai un projet avec une entreprise danoise, est-ce qu'il est possible d'obtenir du financement? Eh bien, en réalité, oui, puisque du coup, nous avons des accords avec le Danemark. Et donc, alors, il faut vérifier du côté danois, hein, mais nous, du côté de BPI France, et généralement, du coup, c'est possible également de l'autre côté, nous avons cet accord qui fait que, de facto, au fil de l'eau, même hors appel à projet, vous pouvez avoir ce genre de candidature spontanée et donc prétendre à du cofinancement pour un projet qui entre 2 pays de membres Eureka. Donc vraiment 3 scénarios qui sont extrêmement complémentaires, certains qui sont au fil de l'eau, certains qui sont avec des deadlines précises, d'autres avec des thématiques précises. Et donc c'est vraiment l'intérêt des Eureka Network Projects, c'est que c'est hyper agile et ça se meut suffisamment facilement pour coller à votre situation et à votre timeline, ce qui est vraiment important. Comment ça fonctionne? Donc là, on parlait de prêt. C'est donc un petit peu différent. Là encore, ce que je vais vous présenter, c'est donc du côté français. Évidemment, comme je le disais tout à l'heure en introduction, comme on est sur de l'intergouvernemental, les règles changent. Non seulement les règles d'éligibilité, mais les règles de financement changent d'un pays à l'autre. Donc si vous avez quelques pays en tête, vous pouvez me poser la question et j'espère avoir des réponses, mais évidemment, je ne connais pas la totalité des 41 pays de tête. Alors, comment ça fonctionne du côté français? Donc, vous allez retrouver le même type d'éligibilité que ce qu'on vous a dit pour Eurostars à une donnée près, c'est que effectivement, nous ne pouvons plus financer directement hors Eurostars les partenaires académiques. Donc, vraiment, si vous êtes un partenaire académique ou si vous souhaitez travailler avec un partenaire académique, restez sur Eurostars parce que les partenaires académiques peuvent être financés directement. Là où, dans les autres programmes que je vais vous présenter, ils peuvent être financièrement considérés comme des sous-traitants, mais pas financièrement directement receveurs de fonds. Ce qui veut dire qu'en fait, vous pouvez englober leurs coûts en tant qu'entreprise et nous financerons vous, entreprise, et puis vous les rémunérerez. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas directement financer les partenaires académiques. Donc, première chose, un minimum d'une entreprise française et d'une entreprise internationale. Là, on retombe sur ce que je disais plus tôt. L'idée, c'est qu'on reste dans un cadre intergouvernemental, donc au moins 2 entreprises de 2 pays différents, tout secteur d'activité. Sur la même logique, ça c'est ce que je vous disais en introduction, mais on reste sur les PME sont maîtres à bord et les entreprises sont maîtresses à bord. Ce sont des projets de R&D de maximum 3 ans avec une commercialisation rapide par la suite. Néanmoins, on est un petit peu moins strict, et puis je vais y revenir dans un instant, que sur Eurostars, vous allez comprendre pourquoi. Mais voilà, l'idée reste la même, on est sur un niveau de TRL un petit peu plus élevé, généralement plutôt à partir de 5, même si pour le coup, ça n'est pas écrit dans le marbre, puisque l'idée, c'est qu'on puisse vous accompagner au mieux, et donc on va pouvoir en discuter avec vous, mais suffisamment de teasing, je vous en parle dans une seconde, après vous avoir parlé du financement. Et du coup, en termes de financement, on retombe sur ce que François mentionnait en termes de maxima et de montant. On est sur une aide de 50 000 à 3 millions d'euros maximum, soit en avance innovation, soit en pré-innovation R&D la plupart du temps. Et là encore, je vais revenir avec ce que je vous disais tout à l'heure, mais il est très important de pouvoir en discuter avec votre chargé d'affaires parce que c'est lui qui va décider de ça. Donc du coup, c'est lui qui va pouvoir vous dire, bah oui, on va plutôt partir sur celui-là, ou alors, je pense qu'il y a un montage financier qui est plus intéressant, et du coup, on va faire partie ça et partie autre chose qui n'est pas du tout écrit là parce qu'on pense que c'est plus pertinent pour vous et qu'il n'y a pas de raison qu'on vous mette pas quelque chose de plus pertinent. Mais la plupart du temps, en fait, on passe sur une ADI qui est une aide au développement de l'innovation, et donc c'est soit de l'avance innovation, soit du pré-innovation R&D. Comment ça fonctionne?
Avance innovation, comme son nom l'indique, c'est une avance remboursable, mais en cas de succès technique. Parce qu'on est un petit peu plus tôt généralement en niveau de TRL. Et du coup, pourquoi? Tout simplement parce que on va partager le risque avec vous, entreprise. Et donc, c'est une avance, mais uniquement en cas de succès. Si jamais il y a un problème d'ordre technique, technical failure, eh bien, dans ce cas-là, on ne vous demandera pas de rembourser la totalité de l'aide, mais seulement peut-être ce sur quoi vous allez pouvoir recapitaliser pour un autre projet ou pour poursuivre votre développement. Ça, c'est la première chose. Et puis le prêt innovation R&D, comme son nom l'indique, est un prêt, mais avec des taux quand même bonifiés. Et l'idée, c'est que là, vous vous rapprochez encore un petit peu plus de la mise sur le marché et du début de la réflexion de la commercialisation. Et donc, il s'agit d'un prêt qu'il va falloir rembourser. Mais la différence, c'est que ça va être un prêt financé dès le départ. Enfin, on va vous verser la totalité dès le départ. Et vous allez pouvoir ensuite l'utiliser. Et il va y avoir un petit différé qui va vous permettre d'avoir après, je veux dire, la fin de la R&D, pour permettre un premier retour sur investissement grâce à la mise en place de la commercialisation. Donc voilà le type d'aide que nous avons. Le maximum de financement entre les deux, c'est donc avance remboursable, on est sur maximum 45% de mémoire et maximum 65% de l'assiette sur le prêt innovation R&D. Donc plusieurs choses. Pourquoi c'est intéressant alors que je viens de vous parler de subventions avec Eurostars? Eh bien, il y a des pros and cons, évidemment. Pros de Eurostars absolu, c'est de la subvention. On n'est pas sur de la subvention. Cons, en revanche, deux. La première, c'est qu'en termes d'assiette, vous l'avez compris, Eurostars, on est sur un maximum de 40%, alors qu'on va être plus généralement sur des prix innovation R&D et donc plus généralement plus haut dans ce type de financement-là, parce qu'on peut aller jusqu'à 65%. Secondement, ce qu'on disait à la toute fin, Eurostars, c'est génial, c'est très intéressant et vraiment pertinent parce qu'on est autour de 30% de réussite en France, mais ça reste 30% et on n'a pas sorti les chiffres du coup sur les bilatéraux et les Eureka Network Projects, mais les taux sont bien meilleurs. Pourquoi? Parce qu'on est sur du pur intergouvernemental. Il n'y a plus cette ingérence entre guillemets de la Commission européenne et du coup en fait la totalité de l'évaluation est à notre main en interne chez BPI France et du coup chez nos homologues, ce qui veut dire que les personnes qui vont vous évoluer, c'est non seulement moi, et ensuite votre chargé d'affaires avec lequel vous avez l'habitude de correspondre. Ce qui veut dire que l'évaluation, elle va se faire en bonne intelligence. Donc, si jamais, donc il y a évidemment une deadline quand même pour certains d'entre eux. Par exemple, je parlais de l'Espagne, deadline le 15 juillet. Donc, vous devez soumettre le dossier qui est en ligne sur la plateforme Eureka avant le 15 juillet. Néanmoins, ce qui se passe, c'est que si jamais on lit le dossier, on se dit je ne suis pas sûre d'avoir compris ça, ou alors je pense qu'il manque ça, ou alors ça, on va vous téléphoner, on va vous poser les questions, on va vous demander plus d'informations, et ça va se faire en bonne intelligence dans le sens où on ne va pas vous dire non, c'est un no-go, il aurait fallu nous le dire plus tôt. On va vous évaluer et vous demander vraiment de le faire avec nous pour vraiment qu'on soit sûr d'avoir bien compris votre projet. Et si on considère que le projet est bon, qu'il est bon pour votre développement en tant qu'entreprise, pour l'état de l'art, que vous avez les moyens de le faire, on n'a pas de raison de ne pas vous financer. Donc c'est pour ça que c'est intéressant puisque du coup ça va se faire en trinôme entre votre chargé d'affaires, notre équipe et vous. Et l'idée c'est qu'on puisse faire ça pour bien comprendre quel est ce dossier, pourquoi maintenant. On va retomber sur les mêmes critères qu'Eurostars. On va comprendre pourquoi ce consortium, pourquoi partir sur ce volet-là, quelle excellence R&D, etc. Mais on saura vous poser la question si jamais on a un doute. Et ce ne sera pas un no-go. Donc c'est pour ça que ça reste très intéressant d'avoir cet outil à votre main, parce que vraiment c'est un outil, vous pouvez l'utiliser un peu comme vous le souhaitez. Il y a plein de cadres qui existent à travers ce Eureka Network Project, avec beaucoup de pays, et donc ça vaut vraiment le coup d'y penser. Vous le voyez, je vous ai remis le processus. Dans les premières étapes, il faut qu'on échange, parce que du coup, comme c'est quelque chose d'assez flexible, et en même temps, pour cette raison encore de prééligibilité, il est très important que l'on puisse échanger en amont pour qu'on vous dise ce qu'on en pense, qu'on vous réoriente vers un autre guichet si on considère que quelque chose est plus pertinent pour vous, et puis sinon qu'on puisse du coup vous dire si oui ou non on pense que c'est éligible et qu'à ce moment-là vous pouvez déposer le dossier, mais ne partez pas seul parce que vraiment c'est dommage, alors qu'on pourrait en discuter et vous faire gagner du temps si on vous dit dès le départ ça je pense que ça passe pas, en revanche vous m'avez décrit ça, je pense que ça ce serait intéressant de le mettre de cette façon-là, etc. Et puis, on reviendra à l'étape 3 ensuite. Donc ça, ce sont les Eureka Network Projects. Et je vais être un petit peu plus rapide sur les deux derniers. Et n'hésitez pas à me poser vos questions. Je regarde d'ailleurs si je n'en ai pas. Alors du coup, Erwan vous a demandé, François, s'il était possible de donner les chiffres parce qu'on est allé un petit peu vite. Mais je pense qu'officiellement, on peut les trouver. Les chiffres... Pardon, les chiffres sur les différents secteurs.
Ah oui, on peut les trouver dans Où est-ce que je les ai trouvés, moi? Je les ai trouvés dans la proposition de programme pour Eurostar 3 à l'époque où les parlementaires étaient en train de préparer l'Eurostar 3. Donc c'est dans un document un peu compliqué, mais enfin, si vous m'envoyez un mail, j'aurai plaisir à vous les envoyer. C'est pas un problème. Super. Ça ira plus vite. Ben alors pour le coup, donc je vous propose de poursuivre avec un nouveau guichet dont vous avez pu entendre parler qui s'appelle Global Stars. Vous comprendrez qu'on adore les étoiles chez Eureka. Global Stars, comment ça fonctionne? Vous remarquez que vous voyez quelque chose d'assez similaire à ce dont je viens de vous parler, c'est normal. Ça fonctionne exactement de la même façon. L'unique différence, c'est que du coup, ce ne sont pas avec des partenaires de membres d'Eureka, donc tous les pays que je viens de vous donner, ce sont certains membres Eureka qui décident de travailler avec des pays qui ne sont pas membres Eureka, et généralement sur une thématique. Donc comment ça fonctionne? Une fois par an, ou plusieurs fois par an d'ailleurs, les pays membres, ou par exemple la France, à l'initiative de la France dit « Moi, je veux travailler avec l'Afrique ». C'est le cas en 2022. Je ne vous ai mis que le Maroc, mais en réalité, il y a 4 pays, je vais vous en parler dans un instant. La France dit « Moi, je trouve qu'on n'a pas grand-chose avec l'Afrique parce qu'il n'y a que l'Afrique du Sud qui est membre d'Eureka, et on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent en Afrique. Je veux travailler avec l'Afrique, qui même me suivent ». Et donc, en fait, plusieurs pays vont dire « Ah bah oui, moi aussi, ça m'intéresse ». Et donc, on va avoir non seulement des pays avec lesquels on peut collaborer au niveau européen, donc ça va être des Pays-Bas, ça va être… On est en train d'en discuter, donc je peux pas vous dire exactement quels sont les pays qui vont nous rejoindre. Et puis en face, on cherche quels pourraient être du coup des homologues potentiels, puisque du coup les structures, par exemple en Afrique, en fonction des pays, ne sont pas les mêmes. Donc du coup, il faut trouver qui pourrait faire ce rôle de cofinanceur de l'autre côté et comment ça peut fonctionner. Donc c'est un vrai travail un petit peu diplomatique derrière. Mais l'idée, c'est que par exemple en 2022, nous sommes en discussion avec le Maroc, l'Égypte, le Kenya et le Nigeria pour travailler avec ces pays-là dans le cadre d'un Global Stars. Donc vraiment, ça fonctionne de la même façon. Au niveau français, les financements sont les mêmes. Simplement, on vous ouvre vers d'autres pays. Donc quand je vous dis que vous avez le choix, c'est que vous avez le choix. Puisque du coup, vous avez non seulement tous les membres Eureka, mais en plus, on peut vous ouvrir de nouvelles choses. Et d'où l'intérêt vraiment d'être en dialogue avec vous constamment. Puisque… si jamais vous nous remontez un intérêt pour un pays que nous n'avons pas du tout dans notre mapping et qu'on se rend compte que vous n'êtes pas le seul à nous dire que vous voulez absolument travailler avec l'Égypte, eh bien c'est comme ça que ça émerge. On se dit, ah bah peut-être qu'on a raté un truc et il faut absolument qu'on aille travailler avec l'Égypte. En tout cas, on va répondre à un besoin des entreprises. Et vous l'aurez compris, ces outils sont suffisamment larges et flexibles pour justement s'adapter à vos besoins. Donc soit au niveau solo et vous faites des candidatures spontanées, mais ça c'est malheureusement uniquement avec les entreprises, des pays membres d'Eureka. Mais si jamais vous avez en plus d'autres intérêts, n'hésitez pas à venir nous le dire, parce que c'est notre travail aussi d'aller gérer un petit peu ces relations diplomatiques pour mettre en place de nouveaux cadres. Donc voilà comment fonctionne Global Stars. Alors dans ce cadre-là, je vous le disais, on est un petit peu amont cette année et c'est malheureusement le seul, donc je ne peux pas encore vous dire, mais généralement, il y a également des sujets, des thématiques pour le coup. Et je vais prendre un exemple. Nous avons un Global Stars qui est ouvert en ce moment avec Taïwan. Et malheureusement, Taïwan n'a pas voulu que la France se joigne à eux parce que nous avons déjà un appel à projet avec Taïwan. Et ils nous ont dit que c'était pas sympa d'aller chercher l'argent de tous les côtés. Donc, on travaille extrêmement bien avec Taïwan d'ailleurs. Et les Taïwanais reçoivent plus de subventions s'ils travaillent avec les Français qu'avec tous les autres pays du monde. Donc, sachez-le, les Taïwanais seront ravis de vous accueillir. Et du coup, avec Taïwan, donc il y a un Global Stars Taïwan, donc avec les Pays-Bas pour le coup, la Pologne, le Danemark, etc., et Taïwan, sur les semi-conducteurs et l'économie circulaire, et donc et l'industrie circulaire, je crois d'ailleurs. Donc voilà, 2 thématiques, et ce sont des pays européens qui travaillent avec un pays qui n'est pas Eureka. Voilà comment fonctionne Global Stars. Donc je ne m'appuie pas, je ne détaille pas plus. Vous l'avez compris, ça fonctionne exactement comme ce que je viens de vous dire pour les Eureka Network Projects. Et on termine par les clusters. Alors, les clusters, comment ça fonctionne? Les clusters, c'est un programme un petit peu particulier et la raison pour laquelle vous n'en avez peut-être pas entendu parler, c'est parce que on n'est pas très très bon en France là-dessus, mais d'un point de vue diplomatique, je dirais presque, puisque du coup, jusqu'à présent, ce n'était pas BPI France qui gérait, et donc BPI France vient de récupérer. Donc on est en train de monter en compétences dessus, mais c'est encore assez neuf. Donc si vous avez des questions, posez-les-moi, j'irai chercher les réponses avant de vous répondre sans doute. Le fonctionnement d'Eureka est cependant très intéressant. C'est pour permettre à des entreprises françaises, en l'occurrence, de travailler avec des corpos, des grands groupes. Comment fonctionne cela? Vous le voyez ici, vous avez un certain nombre de
de clusters. Donc les clusters, vous comprenez, ce sont des regroupements autour d'un secteur, donc vous le voyez ici, de grands groupes, mais pas que, d'acteurs de l'écosystème qui vont décider annuellement de challenges. Donc ça peut être, typiquement, c'est comme ça que fonctionne ITA4. L'idée, c'est qu'en début d'année, eh bien, les grands groupes qui composent ITA4 se disent, eh bien voilà, moi, dans mon secteur, les grands challenges que je vois pour l'année à venir, qui me remontent finalement de mes clients, de mes partenaires, etc., c'est ça, 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 ça et ça. S'ensuivent un certain nombre de challenges qui sont donc lancés et auxquels peuvent répondre les entreprises de plus petite taille et les PME. Et l'idée là-dedans, c'est que donc, vous pouvez aller voir un petit peu quels sont leurs programmes. Et si les entreprises françaises répondent et qu'elles sont sélectionnées, eh bien, elles sont à la fois cofinancées par le grand groupe qui aura du coup accepté de travailler avec elles sur ce sujet-là et en même temps leur agence nationale d'innovation, c'est-à-dire nous. Et vous le voyez, 2 types de financement en fonction de votre profil, soit l'aide au développement de l'innovation, c'est donc celui que je viens de vous présenter pour les 2 précédents, soit IDEMO, qui est une offre un petit peu différente, qui est du coup gérée par la direction de l'expertise chez nous, pour généralement les projets et entreprises un petit peu plus grandes, parce qu'on est sur des montants un petit peu différents. Donc, n'hésitez pas à regarder, c'est très intéressant. Un certain nombre de nos partenaires en ont fait leur priorité parce que du coup, c'est une émulation autour de sujets de pointe qui sont vraiment, enfin, l'émulation est vraiment pertinente et il est très intéressant de travailler avec ce type d'acteurs-là, mais c'est encore assez nouveau en France. Donc, certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, mais regardez, vous avez ici les sites. Si vous avez des questions, revenez-nous pour qu'on voit comment on peut vous accompagner là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, je vous propose de terminer par les accompagnements. Donc ici, je vous ai présenté Eureka, je vous ai présenté les 4 programmes qui dépendent d'Eureka, Eurostars, Eureka Network Projects, et puis Global Stars et Clusters. Donc vous avez un peu ce panorama de ce qui existe au niveau international, mais intergouvernemental. Donc ce pourquoi il ne vous faut pas aller taper à la porte de la Commission européenne et remplir 200 pages de dossiers. L'idée, c'est que pour tout cela, et d'ailleurs pour ce que je viens de mentionner, c'est-à-dire si jamais vous visiez également des Horizons Europe ou des LIFE ou d'autres programmes en réalité qui sont au niveau d'Horizon Europe, pilier 2 ou pas, on peut vous accompagner. François vous le dira très bien. Et l'idée de ces accompagnements, c'est donc un type d'aide. Ici, je vous ai mis les 2 parce que du coup, j'ai quand même mentionné plusieurs fois l'IAIC Accelerator que certains d'entre vous connaissent. La particularité de l'IAIC, c'est que c'est pas du tout collaboratif, hein, c'est monobénéficiaire. Donc, je vous ai mis également ce qu'on peut faire au niveau du monobénéficiaire. Mais l'idée, c'est que quand vous partez au niveau européen, nous avons 2 DIAG qui permettent de vous accompagner. Le DIAG Europe, qui est pour les programmes monobénéficiaires. Donc, c'est l'IAIC Accelerator, ça peut être les IAIC Pathfinder, LIFE, bref, tout ce dont je ne vous ai pas parlé aujourd'hui. Sinon, le DIAG Partenariat Tech International, qui, comme son nom l'indique, est cette fois-ci pour le collaboratif international. Donc, c'est tout ce dont je viens de vous parler aujourd'hui, mais plus encore. Parce qu'il y a beaucoup d'autres guichets. Et donc, ça peut être Horizon Europe. Ça peut être également, on a même eu une entreprise l'an dernier qui a répondu à un appel à projet lancé par le gouvernement allemand. Mais elle l'a fait avec une entreprise allemande. Donc, pour nous, c'était du collaboratif et c'était de l'international. Donc, ça rentrait dedans. Mais l'idée, c'est qu'à partir du moment où vous avez ces critères-là qui sont réunis, vous pouvez prétendre à ce DIAG. Comment ça fonctionne ? Comme tous les DIAG chez nous, si jamais vous les connaissez, l'idée, c'est de proposer aux entreprises de faire appel à des experts externes qui vont pouvoir les accompagner en l'occurrence, dans le montage, donc je reste sur le côté collaboratif, du consortium peut-être, du projet et du dossier. L'idée est la suivante, c'est que, comme je vous le disais en introduction, l'international et l'innovation collaborative internationale, c'est un levier énorme pour partir à l'international et pour vous développer et apprendre et prendre du recul sur votre projet. Néanmoins, on part sur de l'innovation, de l'international et du collaboratif. Donc, il y a quand même des facteurs de risque potentiels qui existent. Et donc, l'idée, c'est de vous accompagner en amont pour vraiment vous aider à structurer tout ça et que vous puissiez réfléchir un petit peu en amont à consolider votre position par rapport à votre chargé d'affaires, votre partenaire, pardon, puisqu'il sera évidemment question d'un accord de consortium, qu'est-ce qu'on fait avec la propriété intellectuelle, est-ce qu'on fait une joint venture ensuite, enfin ce sont des questions auxquelles il faut répondre dès l'amont, parce que si ça se pose au milieu du programme et que vous n'êtes pas d'accord, ça risque de poser un petit peu problème. Donc l'idée c'est de vous accompagner un petit peu dans tout ce qui finalement vous aide à monter votre projet avant le dépôt du projet.
Et dans ce cadre-là, vous pouvez faire appel du coup à un expert conseil externe qui saura vous accompagner sur ces différentes étapes. Et donc, ce que vous propose ces diagnostics, c'est finalement de vous accompagner en prenant en charge 50% de la prestation de votre expert. Donc, vous le voyez, 2 cas de figure possibles. Si vous êtes chef de file, vous pouvez, donc on considère que vous gérez le consortium, etc. Donc, c'est pour ça que l'enveloppe est plus importante. L'enveloppe maximum, c'est 25 000 € achetés, donc 30 000 TTC pour la prestation complète de votre expert conseil. Et donc, BPI France prend 50%, c'est-à-dire jusqu'à 15 000 €. Si jamais vous n'êtes que partenaire, on considère donc que vous n'avez pas forcément à harmoniser le consortium et à gérer tout ça. Et donc, à ce moment-là, l'enveloppe est simplement plus petite puisqu'on est sur 5 000 € achetés de prestations. Voilà comment ça fonctionne dans les grandes lignes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est extrêmement facile de demander ce diag et c'est pourquoi il ne faut pas hésiter si ça peut vous aider. Vous avez les étapes sur le côté. Soit vous avez un expert que vous connaissez de longue date avec lequel vous travaillez, soit nous pouvons vous en proposer puisque certains d'entre eux sont référencés auprès de nous. Coucou François. Voilà. Étape 2, vous déposez votre dossier. Et donc là, vraiment, je vous disais, c'est très facile parce que le dépôt du dossier se fait en 15 grosses minutes sur Internet. C'est vraiment très transparent. En réalité, on vous demande des informations sur vous, mais c'est-à-dire plutôt votre adresse et votre nom, sur le prestataire, l'expert conseil que vous avez choisi, et puis de nous donner du coup des documents relativement attendus. Évidemment, le devis non signé, puisque du coup, c'est une prestation pour laquelle on va vous accompagner. Donc, c'est quand on vous donnera le go qu'il faudra la signer. Donc, devis de votre expert conseil. Et puis après, il nous faudra attestation de régularité fiscale, sociale, et étape de capitalisation. Oui, au format BPI en Excel. Oui. Mais du coup, ce sont des documents que vous avez normalement, qui ne sont pas trop compliqués à obtenir. Et l'idée, c'est qu'on puisse vous répondre très, très vite. Donc là, c'est marqué 1 à 2 semaines. 1 à 2 semaines, c'est quand on est en rush absolu et que tout le monde veut être accompagné pour Eurostars. En ce moment, on est plutôt sur 2-3 jours. Donc, n'hésitez pas. L'idée, c'est qu'évidemment, il n'y a pas de deadline. On vous répond très vite parce qu'on sait que vous avez déjà en tête la deadline de votre appel à projet que vous êtes en train de viser. Donc, on ne va pas vous rajouter non seulement un dossier avant le dossier à écrire pour demander ça, mais en plus, du coup, du temps de développement. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous en avez besoin, c'est tout à fait possible et ça peut vraiment vous aider à structurer. Et encore une fois, le travail qui sera fait ne sera de toute façon pas perdu. Donc, n'hésitez pas, Sébastien, au plaisir. Je ne t'ai pas répondu, mais je ne t'oublie pas. Et une question, n'hésitez surtout pas. Du coup, international.innoproject@bpifrance.fr, c'est l'adresse du coup de notre équipe. Donc, nous sommes 4 à gérer les différents projets, les différents programmes dont on vient de vous parler. N'hésitez pas à nous poser les questions parce que du coup, on reçoit cette adresse comme notre adresse nominale. C'est simplement que si jamais l'une de nous est absente, du coup, les autres peuvent vous répondre en attendant. Donc, n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez m'écrire directement, chez BPI France, ça fonctionne en prénom.nom@bpifrance.fr. Donc, nolwenn.simoneau@bpifrance.fr. Voilà, ça a été 1h30 de beaucoup d'informations. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Sébastien. Sébastien, c'est toi qui poses les questions et que tu fais. Dis-nous en plus d'abord sur les clusters en réalité. Bonjour Nolwenn, vous m'entendez? Oui, très bien. Parce que Sébastien, du coup, a rejoint l'équipe en charge des clusters au niveau européen. Donc, vas-y. Je ne savais pas que tu étais là, mon Dieu, au secours. Dis-nous en plus. J'ai tout écouté attentivement. Non, mais merci beaucoup pour cette excellente présentation et merci au pôle de compétitivité également. J'avais alors, si tu veux, je peux faire une petite addition à ce que tu as dit sur les clusters. Voilà, comme tu auras plus d'infos que moi, comme je le disais, nous, on reprend le sujet. Donc, n'hésite pas à ajouter des choses sur ce sujet-là. Et puis après, évidemment, sur IDEMO, je répondrai. D'accord. Alors, très brièvement, mais comme Nolwenn l'a dit, le programme des clusters, c'est une initiative intergouvernementale à long terme qui soutient des programmes internationaux donc de recherche, de développement et d'innovation, mais qui sont portés par l'industrie et autour de thématiques dites stratégiques pour la compétitivité européenne. Donc, c'est les 5 clusters que Nolwenn vous a précédemment montrés. On a Celtic Next sur les télécommunications, Eurogia sur les énergies renouvelables, ITA sur tout ce qui est logiciel informatique, Smart qui est sur les technologies de production et la fabrication intelligente, et XIS qui est les composants électroniques et systèmes. Et ce qui est important de mentionner, c'est que chacun de ces clusters est soutenu par une communauté d'acteurs qui regroupe donc des PME, des grandes entreprises, des centres de recherche, des universités, à travers 48 pays pour certains.
Et chacune donc, de ces communautés est capable de couvrir l'ensemble des chaînes de valeur technologiques et marchés sur leur secteur respectif. Et chaque année, donc, et ça Nolwenn l'a très bien dit, ces clusters publient des appels à projets donc qui sont bottom-up, c'est-à-dire que vous, en tant que participant, vous avez la possibilité de financer votre projet, quel qu'il soit, sur la thématique évidemment du cluster, et à condition que le projet soit suffisamment proche du marché également. Donc là, on retrouve l'ADN Eureka, c'est-à-dire dans les 3 années qui suivent, votre projet doit être sur le marché. Donc c'est des projets qui sont portés par l'industrie, qui ont une taille généralement de 5 à 20 millions de coûts éligibles. Donc on est sur des projets un petit peu plus costauds en matière de financement, qui regroupent généralement 5 pays et qui sont sur une durée de 3 ans. Bien sûr, ça varie selon les clusters et selon les calls. Important aussi, c'est que le pourcentage de chances donc, de réussir est de 30% environ. Donc, quand vous participez à un appel à projet des clusters, vous avez 30% de chances d'être soutenu et, in fine, d'être financé par l'autorité du pays concerné et pour les participants français, donc en l'occurrence BPI France. Voilà, donc quelques informations. Si vous avez des questions plus techniques sur le fonctionnement des clusters, j'ai parlé des appels bottom-up, mais il y a également des opportunités conjointes entre les clusters. Et il y en a actuellement une sur la sustainability, donc le développement durable. N'hésitez pas à revenir vers moi, je serai très heureux d'y répondre. Et pour toute question technique également concernant les modalités de financement, et c'est pour ça que j'en avais une pour Nolwenn, ça passe forcément par BPI France. Donc c'est pour ça que je suis aussi très intéressé pour savoir concrètement comment ça fonctionne. Voilà. Oui, alors Merci du beaucoup. coup, merci beaucoup Sébastien, et n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous avez donc de grands spécialistes de chacun des domaines. Je me sens très... En fait, c'est plus moi qui fais la présentation aujourd'hui, c'est une très bonne équipe, il faudra la garder. Donc pour IDEMO, on est donc sur une aide un petit peu différente. On est sur un mélange de subventions et d'avances remboursables. Vraiment, si tu as des questions au niveau de détail, n'hésite pas à te tourner vers mes collègues du coup, parce que je n'ai jamais géré cette offre, donc ils auront sans doute plus d'infos que moi. Mais du coup, on est sur un mélange et on est sur des assiettes qui sont beaucoup plus importantes. C'est la grosse différence, du coup, je le disais, avec l'aide au développement de l'innovation, parce que aide au développement de l'innovation, donc on est plutôt donc, sur cette aide pour des PME. En moyenne, on doit être autour de 400 000 euros, 500 000 euros par entreprise, pas plus. Là où IDEMO, au contraire, en collaboratif, c'est plus de 4 millions d'assiettes. Donc du coup, on est sur des niveaux un petit peu supérieurs. Et en fait, c'est comme ça qu'on se les répartit en fonction des résultats que l'on reçoit des clusters quand ils nous envoient quelqu'un. En fonction du projet, on voit vers quelle équipe ça part pour s'appuyer sur ces dispositifs. Mais si tu veux que je te mette en relation avec nos collègues de IDEMO, n'hésite pas. Super. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions ? N'hésitez pas, il nous reste 5 petites minutes. Nolwenn, Oui. Bertrand speaking encore. Hi Bertrand. Ouais, désolé. Je voulais juste demander, donc là, vous nous avez présenté de manière très précise et très claire toutes les modalités côté français. Oui. Si on veut creuser de manière un peu proactive en avance de phase ce qu'on peut proposer à des partenaires européens, etc., comment on fait pour les trouver de l'autre côté de la frontière ? Alors, très bonne question. Normalement, donc, vous avez accès à un certain nombre de détails sur le site Eureka. Et donc, en fait, lorsque vous allez sur la plateforme Eureka, je vais vous trouver le lien pendant qu'on discute. Quand vous allez sur le site d'Eureka, vous pouvez choisir le pays auquel vous appartenez. Et du coup, on vous propose les différents guichets et on vous explique quels sont généralement les je dis ça et je ne trouve pas Eureka. Voilà. En fait, il faut choisir le programme Eurostar sur la plateforme Eureka, eurekanetworks.org. On choisit le programme Eurostar, on vous demande de quel pays vous êtes, donc vous avez accès à toutes les infos vous concernant. Et si vous voulez checker l'éligibilité d'un partenaire à l'étranger, dans un autre pays, vous changez juste le pays. C'est un petit menu déroulant, vous changez le pays. Donc, là, normalement, oui. Là, normalement, je vous ai mis le lien justement sur Select Your Country. Et donc, en fait, c'est vraiment facile dans ce sens-là. On clique sur le pays qui vous intéresse et après, à l'intérieur, vous aurez accès effectivement aux différents
aux différents guichets que je viens de vous présenter, s'ils en font partie. Et comme ça, vous pouvez regarder. Et puis, si jamais l'info ne se trouvait pas sur le site, vous avez de toute façon à la fin, à chaque fois, un petit formulaire qui renvoie aux personnes en charge de ces dispositifs chez les homologues de BPI France, du coup. Et vous pouvez tout à fait légitimement demander, et on voit si vous répondez ou pas. Mais moi, ça m'arrive de recevoir des messages de partenaires d'entreprises françaises qui me demandent pour eux ce que c'est les financements. Donc, on répond évidemment. Donc, vous pouvez également demander sur le formulaire. Ça arrive directement chez des gens comme moi qui sont en charge des dispositifs. Ok, ouais, parce que c'est ce que j'ai vu là, le formulaire, parce qu'en fait, il n'y a pas les modalités précises, il y a juste un formulaire à la fin. Donc, Il faut si pas une hésiter. entreprise française envoie ce formulaire à l'entité suisse, ils pourront nous répondre, par Oui, exemple. bien sûr. Ils reçoivent un mail automatique, une notification, vous remplissez vos noms, etc. et vous écrivez un petit message. Donc, vous écrivez, voilà, je suis une entreprise française, mais je travaille avec une entreprise où j'envisage et tout ça. Est-ce que vous pourriez me dire en quelques lignes quels sont les détails de financement? Je pense qu'il n'y a pas de raison que vous Ok. ne les Et donne pour pas. trouver des partenaires, ce que je vous encourage à faire, c'est ce que je fais avec tous mes clients, c'est que je leur fais préparer une fiche de recherche de partenaires dans laquelle on présente grosso modo l'idée et le concept du projet. Évidemment, on ne donne pas tout parce qu'on ne sait pas sur qui on va tomber, mais on donne en gros les grandes lignes. On explique la typologie de partenaires qu'on recherche, une PME dans tel secteur, de telle taille, idéalement faisant tel truc, telle spécialisation. Et ensuite, on diffuse cette fiche justement aux agences de l'innovation des pays membres d'Eurostar. J'ai eu l'opportunité aussi de travailler avec les points de contact nationaux qui pourtant sont dédiés à Horizon Europe, plus particulièrement, mais qui jouent le jeu d'une façon extraordinaire. Je suis tombé sur des gens super, c'est un vrai plaisir. Donc, il ne faut pas hésiter à les solliciter, ils sont adorables. Et franchement, vive la France de ce côté-là. Oui, on a des super points de contact nationaux et j'irai même un cran plus loin et merci François parce que je ne l'avais pas mentionné. Je vous ai présenté quels étaient les dispositifs qu'on avait au niveau de BPI France, mais il en existe d'autres et notamment n'hésitez pas à vous appuyer évidemment sur vos pôles de compétitivité dont vous êtes membre parce que eux-mêmes ont déjà ont des réseaux à travers les pays, donc ils peuvent également s'appuyer et vous accompagner dans cette démarche et même faire peut-être de la relecture, etc. Et puis Julia le mentionnait au départ, il y a également le réseau EEN, Enterprise Europe Network, donc le réseau Entreprise Europe, et dont l'un des mandats est justement de trouver des partenaires. Donc n'hésitez pas parce que ce que disait François et le fait d'avoir un peu cette expression de besoin et de pouvoir la communiquer aux agences d'innovation, c'est également quelque chose que fait EEN à travers le réseau EEN. Et EEN, initialement, du coup, c'est un réseau qui est financé par la Commission européenne et initialement européen, mais comme Eureka, c'est parti beaucoup plus loin et aujourd'hui, c'est plus de 60 pays qui ont ce réseau au niveau local et donc ça fonctionne par consortia locaux. Donc l'idée, c'est que typiquement, nous, c'est Île-de-France, Normandie, Centre-Val de Loire, comme le disait Julia en introduction. Et donc, vraiment, vous pouvez, il y a une plateforme et en même temps, on peut en plus l'envoyer à nos équivalents EEN dans le reste du monde. Et eux-mêmes, du coup, ont en tête les entreprises qu'ils accompagnent et peuvent promouvoir ça. Et c'est typiquement un biais par lequel on travaille, notamment avec Singapour, et qui marche extrêmement bien pour trouver des partenaires. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, à solliciter vos EEN locaux en fonction de là où vous êtes. Moi, j'appartiens au consortium d'Île-de-France, du coup. Mais si vous tapez EEN et votre département, vous allez trouver le site et contact, et vous allez voir qui est votre contact. BPI France, c'est plutôt l'anomalie, donc ne cherchez pas BPI France. C'est l'exception qui confirme la règle. Généralement, ce sont les chambres de commerce ou les agences régionales d'innovation, beaucoup. Donc, tournez-vous plutôt vers eux et vous les trouverez. Ben voilà, Véronique. Nous sommes tout à fait alignés. Je n'avais pas vu le commentaire. Mais donc, n'hésitez pas parce qu'il y a vraiment un très beau réseau et on peut tout à fait s'appuyer sur eux. Donc, en un mot, beaucoup de gens pour vous aider. Donc, il vous suffit simplement de prendre la décision d'y aller. Et l'idée, c'est qu'on vous accompagne au mieux et pour porter les belles couleurs de la France parce qu'encore une fois, on est vraiment très bon quand on décide d'y aller. Donc, ce serait dommage de s'en priver. Et je vous laisse poser peut-être une dernière question. Et puis autrement, vous aurez accès à l'enregistrement, aux slides et n'hésitez pas à nous écrire si vous avez la moindre question. Et merci François, merci Sébastien pour cette présentation. C'était un plaisir. Avec grand plaisir, n'hésitez pas. Et juste un dernier point de recommandation. Je commence à travailler sur les projets Eurostar maintenant, pour septembre, Oui. parce que pensez toujours au rétro-planning. Trouver les partenaires peut prendre plus de temps qu'on ne l'avait prévu. Il y a juillet août au milieu. Voilà, travailler sur les budgets, les tâches, les calculs de coûts,
de moi homme, etc., peut prendre plus de temps que ce qu'on avait prévu. Et puis se mettre d'accord avec son partenaire sur qui va faire quoi, qui va être responsable de quelle tâche, ça prend aussi beaucoup de temps et les semaines passent à une vitesse absolument affreuse. Donc je vous encourage à vous y prendre le plus tôt possible pour faire les choses sereinement, calmement, avec rigueur et surtout une qualité. On est dans l'excellence. C'est un concours d'excellence. C'est pas un dossier qu'on fait à la va-vite. Il faut prendre vraiment le temps d'y réfléchir pour prouver que c'est bien stratégique chez vous. Et donc, c'est quelque chose qui a été fait avec sérieux. Voilà. Et alors vraiment, en plus, on termine sur 30. Incroyable. Super. La rigueur européenne. Exactement. Non, mais je tiens aussi vraiment à vous remercier beaucoup. Je trouve que c'était un webinaire vraiment excellent. Tout était vraiment extrêmement clair. Je remercie vraiment beaucoup encore Nolwenn, mais aussi François et Sébastien pour vos interventions, parce que je pense que c'était tout à fait complémentaire. Donc, merci beaucoup. Et exactement, je peux que confirmer tout ce qui a été dit aussi en conclusion. Vous avez plein de partenaires de soutien qui sont là pour vous accompagner sur ce type de financement. Les pôles aussi, comme le disait Nolwenn, sont là pour vous aider avec des lectures qui sont tout à fait incluses dans vos cotisations. Donc, vous n'hésitez surtout pas parce que c'est toujours aussi intéressant d'avoir un deuxième cerveau, ou un troisième aussi peut-être dans l'équipe qui relie un dossier. Donc, n'hésitez surtout pas. Merci vraiment beaucoup encore. Je pense que c'est bon niveau questions et on est parfait sur le temps. Donc, voilà. On est tout à fait à disposition. Vous devez avoir tous mon adresse mail parce que j'ai envoyé un reminder vers midi aujourd'hui. Et pour tous ceux qui veulent encore partager vos contacts, vous pouvez tous le mettre ici dans la conversation comme ça. Enfin, Nolwenn a dit, François aussi. Donc, voilà. Si vous avez besoin, vous pourrez les contacter directement. Voilà. Merci beaucoup encore à tous et très bonne journée encore. Merci beaucoup. À Merci. très bientôt. Au revoir. À bientôt.